On va parler du triangle de Karpman, c'est-à-dire le triangle persécuteur ou bourreau, sauveur, victime. D'abord, je vais vous présenter l'outil, puis après on va voir un petit peu comment il fonctionne. Alors, la première partie, on commence par la victime. La victime, c'est un comportement qu'on a. Ces trois états sont des comportements qu'on a tous, à des moments donnés, dans des contextes donnés. Ça nous arrive, et ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un d'autre qui, entre guillemets, joue avec nous. Quand il y a l'un, il y a l'autre, quand il y a l'un, il y a l'autre, etc. C'est aussi les chaises musicales. C'est-à-dire que quand il y a une victime, il y a un sauveur, mais le sauveur va peut-être devenir le persécuteur, etc. On va voir comment tout ça, ça fonctionne. Alors, la victime, la posture de victime, le comportement de victime, c'est souvent « Oh, je suis une pauvre petite chose, oh, j'y peux rien, oh, c'est pas de ma faute si le bus arrive en retard, oh, j'ai trop de travail, j'y arrive pas, mais tu sais très bien que je suis malade, j'ai mon chien qui va pas bien, j'ai mes enfants à la maison. » C'est quelqu'un qui se plaint, c'est quelqu'un qui montre qu'il est en incapacité, en tout cas à un moment donné. C'est quelqu'un qui se pose finalement en petit enfant incapable. La posture, c'est un petit peu l'enfant. Mais l'enfant incapable qui pleurniche et qui veut surtout éviter, quand c'est en tout cas conscient, de faire un certain nombre de choses. Ah, j'y arrive pas, du coup les autres vont faire. Donc si j'y arrive pas, quelqu'un va me sauver. Je ne suis pas capable, c'est trop lourd pour moi, quelqu'un va le faire pour moi. J'ai trop de travail, ça sous-entend, aide-moi, donne-moi un petit coup de main, comme ça j'y arriverai. Ou faire ma place. L'intérêt de la victime, ben, c'est qu'on l'aide, mais c'est aussi qu'on lui dise « Oh, mon pauvre !» Donc on lui donne de l'attention, qu'on lui donne de la reconnaissance et qu'on ait une interaction avec plutôt protectrice ou condescendante. Je me sens appréciée, je me sens aimée, je me sens reconnue, je me sens finalement, j'attire l'attention sur moi. Ça, c'est la posture de victime. Si on réfléchit bien, on passe tous par des postures de victime à des moments donnés. Si je suis en posture de victime, j'ai besoin d'un sauveur et d'un persécuteur. Le sauveur, c'est celui qui va venir « Oh, mon pauvre chéri, oh oui, donne-moi de l'attention. Oh, je vais faire ça pour toi. Oh oui, comme tu es bon, comme tu es grand. Ouh, je suis fort, moi, je suis capable, donc je vais te donner un coup de main. Hein. Je suis Superman, j'ai mes super pouvoirs. J'ai la capacité de faire, je sais faire, je vais faire à ta place, pauvre petite chose. » Donc c'est un comportement un petit peu parent sauveur, et forcément ça infantilise un petit peu l'autre. Parce que tout ce qu'on fait pour l'autre en pensant qu'on sait faire et que l'autre ne sait pas faire, ben, ça met l'autre dans la posture, tu es un pauvre petit incapable. Donc il faut bien être conscient aussi, quand on est en posture de sauveur, on infantilise l'autre aussi. Alors, parfois les gens sauvent les gens de leur entourage qui leur ont absolument rien demandé. Mais on dit « Oh, mais c'était pour être gentil, c'était pour faire bien. » Ok, donc on se sent super fort dans ces moments-là. L'intérêt, c'est ça fait du bien à notre ego. On se sent quelqu'un de bon, de fort, de valorisé, et qui va faire du bien aux autres. C'est assez sympa aussi comme posture, finalement, puisqu'on y trouve son compte. Maintenant, le persécuteur, en lui, parfois on est persécuteur malgré nous, parce qu'on joue avec une victime ou avec un sauveur, et parfois on est en persécuteur parce finalement, malgré nous, ou parce qu'on l'a décidé, on y gagne un petit pouvoir. Donc ici on y gagne de l'attention, ici on y gagne une reconnaissance et de l'ego, et là on gagne du pouvoir. Quand je persécute l'autre, c'est que j'ai une frustration à un moment donné, que je vais transformer dans un contexte particulier en pouvoir. Ah! Ce soir, on mange toujours bien avec ton mari au restaurant ce soir? Et puis, mine de rien, en place de la conversation... Ah oui, oui, c'est vrai que je t'ai beaucoup vu avec Julien ces derniers temps. Hein, ça se passe bien? Insidieusement, je te montre, je connais peut-être des éléments que je pourrais utiliser contre toi ce soir. Donc, tu la fermes sur un certain nombre de choses que j'aimerais pas que tu dises. Ou ça peut être, j'ai un métier ou une position dans l'entreprise à un moment donné où j'ai du pouvoir sur les payes, sur le droit, sur la capacité de faire changer le cadre de travail, de te faire bosser plus, de te faire bosser moins, de te payer plus, de te payer moins.
c'est tous des moments où j'ai du pouvoir sur toi. Ça peut être simplement parce que je suis fort, j'ai du pouvoir sur toi. Donc tu t'écrases, tu fais juste ce qu'on te dit de faire. J'ai la capacité de te licencier. J'ai la capacité de te ficher du travail en plus. J'ai ce petit pouvoir-là. Donc on peut devenir persécuteur malgré soi, on peut devenir persécuteur parce qu'on a des frustrations, on peut devenir persécuteur simplement parce qu'on est pris aussi dans le système. Et puis le summum, je dirais, du persécuteur, c'est celui qui le fait totalement consciemment, c'est-à-dire qui manipule complètement l'autre, style le pervers narcissique, où c'est vraiment une stratégie claire et très calculée pour faire en sorte que tous les pions fonctionnent exactement comme j'ai décidé, puisque j'ai le pouvoir suprême sur l'autre. Donc il y a toutes ces formes d'attitudes et de comportements que nous vivons tous au quotidien et que parfois on vit sans que ça crée de conflits majeurs. Quand ça crée des conflits, c'est qu'à un moment donné, un des deux souffre de la situation, n'y trouve plus son compte et commence à avoir des problèmes. Les sauveurs ont tendance à faire des burn-out. Pourquoi ? Parce qu'à force de trop en faire, ou d'en faire pour les autres, pour être bien vus, pour être bien aimés, ils en font 10 fois plus que les autres. Donc ils finissent par être débordés. Je vous donne un exemple. C'était une jeune fille qui commençait dans son premier job. Et son formateur en entreprise m'appelle pour me dire, mais à un moment donné, je suis inquiète pour elle. Elle est épuisée, elle n'en peut plus, elle a les larmes aux yeux au travail, et je ne sais pas ce qui se passe. Quand j'ai discuté avec cette jeune fille, j'ai réalisé qu'elle voulait tellement bien faire pour être acceptée dans l'entreprise, qu'elle faisait les photocopies de l'un, qu'elle amenait à la poste le courrier de l'autre, qu'elle amenait des petits croissants et des cafés à l'autre. En fait, elle faisait tout, alors qu'on ne lui avait rien demandé. Elle faisait des gestes très gentils qui faisaient qu'elle était acceptée et appréciée. Mais ce qui faisait que quand tout le monde partait, elle faisait vraiment son travail. Donc elle a commencé à être en surcharge de travail. Le sauveur, on le retrouve beaucoup dans les professions de la santé et dans les professions aussi où il y a de la clientèle, comme l'hôtellerie. On veut tellement bien faire pour son client, on veut tellement bien faire pour son patient, qu'il passe toujours avant nous et qu'on est prêt à se mettre en danger pour sauver l'autre, pour faire en sorte qu'il aille bien, pour qu'il soit content, pour qu'il soit bien. Et donc, le soignant, comme ceux qui sont dans la restauration de l'hôtellerie, se mettent en danger, ne n'écoutent plus les signaux d'alerte qui font qu'ils sont eux-mêmes en danger, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Et en général, ça finit mal. Ça finit par un arrêt de travail, ça finit par un burn-out. Et ça, on arrive à des situations graves. Dans l'idée des victimes, on retrouve beaucoup de gens en dépression. En dépression, c'est rien ne va, le monde est horrible, tout le monde m'en veut. J'arrive plus à retrouver finalement l'envie de vivre sur cette terre, l'envie d'être utile, ma place active en tant qu'adulte et pas en tant qu'enfant passif finalement et qui va subir le reste. J'ai plus ma capacité d'action. Donc on va retrouver ça beaucoup dans des personnes qui sont en dépression. Et puis le persécuteur, on va trouver beaucoup de gens, dans des gens qui ont du pouvoir et qui exercent le petit pouvoir. Moi j'appelle ça la posture de petit chef. Le petit chef qui enfin a un petit pouvoir quelque part, l'exerce et devient un vrai despote dans le service ou dans l'entreprise. On a vu, y compris dans certaines grosses entreprises ou institutions, des personnes style prix Nobel, ou grand médecin, ou grand avocat, ou le patron, ou le gars qui est devenu le responsable d'une équipe, qui tout à coup se sont investis d'un pouvoir et d'une supériorité. Et du coup, forcément, tous les autres sont complètement nuls. Donc, dans ma supériorité, je mérite d'être le meilleur. J'ai le pouvoir sur tout le monde. Moi, avec ce que j'apporte, on va en tout cas pas me licencier. Ils ont trop besoin de moi. Et on commence à devenir despote. Et là, c'est tout le monde qui subit ça. Et on retrouve ça absolument partout. Alors, je tiens à nuancer quelque chose. On peut faire du bien aux autres parce qu'on l'a décidé et c'est un don. Je te fais plaisir. Si derrière, on a le sentiment de « Oh, mais on se fiche de moi, oh, mais en fait, il m'exploite, oh, mais en fait, c'est toujours moi qui fais tout », ça, c'est plus un don. Là, ça devient la posture de sauveur. Si on fait juste un don et on assume qu'on a donné son temps et on l'a donné en pleine conscience en disant « Je te donne du temps, je fais ça pour toi », normalement, derrière, il n'y a aucun sentiment de manipulation, aucun sentiment de se faire abuser, finalement.
Ça, c'est vraiment le triangle de la manipulation. Donc, il y a une différence en donner, assumer et se dire ne pas se plaindre derrière. Je l'ai fait en conscience et je ne me plains pas. Je t'accompagne jusque chez le médecin parce que je l'ai décidé. Et du coup, derrière, ma foi, je m'organise autrement et je sais que ce temps n'est pas dédié à autre chose. Si derrière je le fais et je me plains, on commence un triangle de Karpman. Parce que si je dis j'ai fait ça pour toi, donc tu es une pauvre victime, mais en fait tu deviens mon persécuteur, on est déjà dans du triangle de Karpman. Quand on est dans ce triangle, on sent quelque chose qui tourne pas rond. C'est-à-dire au moins il y a un perdant. Quand on est dans le don et quelque chose d'équilibré, il y a deux gagnants. Je donne, tu reçois, on est deux gagnants. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de manipulation. Là, c'est que ça. C'est le triangle de la culpabilité. Alors, je vous donne deux ou trois petits outils qui servent et qui peuvent être utiles, en tout cas au quotidien, que ce soit avec les parents, avec les enfants, avec les conjoints, avec les collègues, avec les chefs, enfin, dans toutes les circonstances de la vie, qui peuvent aider à ne pas entrer dans ce triangle ou éventuellement en sortir. Si par exemple quelqu'un te dit ah, mais qu'est-ce que vous n'êtes pas gentil, vous vous rendez compte, ça fait la 14e fois que vous me demandez de faire ceci, etc. Vous pouvez lui sortir le carton rouge. Petite tentative de culpabilisation ratée. En fait, tu es en train de jouer ta victime. Tu es en train de me dire que je suis une méchante, que je suis une horrible personne, et de me sentir coupable pour essayer d'influencer mon choix. Donc, si je choisis de te donner ça, je peux t'expliquer le contexte. Si je choisis de ne pas le faire, je peux décider de ne pas le faire, mais je ne vais en tout cas pas céder au chantage, à la manipulation affective. C'est-à-dire que si tu essaies de me culpabiliser pour obtenir quelque chose, ça ne marchera pas. Donc, je te mets clairement un carton rouge. Stop, arrête. Idem dans l'idée de si vous êtes méchante, vous lui sortez, c'est ta perception, elle t'appartient. Pas le droit de penser que je suis méchante. Moi, je sais que je fais un choix avec mes motivations, évidemment, avec, je ne sais pas, si je te donne à faire un scan et que tu n'as pas envie de faire un scan, ou que c'est le 6e que tu fais aujourd'hui, ma foi, tu peux me faire une demande. C'est me dire, écoutez, ça fait 6 fois que je fais un scan, est-ce que je peux faire quelque chose ou est-ce que c'est possible que quelqu'un d'autre le fasse? Dans ce cas, c'est une demande. Dans une demande, je ne me sens pas coupable. J'ai le droit de dire oui ou non. Mais si on dit, vous êtes méchante, ça fait encore un gna. Je dis, ok, être méchante, c'est ta perception. Elle t'appartient, je la rends, c'est une sorte de protection. Vous voyez, le fait de sortir ce petit panneau et de le sortir de nous comme ça met comme si on était une bulle et on rend à l'autre finalement sa petite vacherie. Il essaye de nous atteindre tout en haut des niveaux logiques pour nous faire sentir coupables, pour qu'on se sente coupable. Et on dit, ça je suis pas d'accord, c'est ton jugement, c'est donc ta perception, je te la rends. Donc chaque fois qu'on sent un jugement ou une manipulation, on peut sortir ça. C'est ta perception, c'est ton idée. Tu as le droit de penser comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord d'entendre ça. On en fait moins une demande et j'ai le droit de dire oui ou non, sans me sentir ni manipulée, ni culpabilisée. Ça marche très très bien avec les enfants. Usez-en, abusez-en, vous verrez, ça marche extrêmement bien. Et le troisième outil, d'ailleurs, que les enfants utilisent beaucoup, mais qu'on voit aussi beaucoup dans le monde professionnel, c'est ce que j'appelle le chapeauté. Ce magnifique petit chat avec ses yeux de biche a été inspiré par mon fils, un expert à 4 ans avec ses grands yeux en manipulation de chapeauté. Oh, tu serais tellement gentil si tu faisais ça. Oh, maman. Et c'est exactement, moi j'ai eu ça avec des apprentis aussi. Oh, madame, vous êtes tellement forte, c'est tellement gentil. Attends. Stop. Et je vois ta tentative de grande séduction. Avec ta grande séduction, je vais me faire embobiner et je vais dire oui parce que je ne vais pas pouvoir résister à ces yeux de chat. Je ne vais pas pouvoir résister à ces flatteries parce que ça me fera du bien. Et du coup, je vais dire oui. De nouveau, on peut dire stop. Fais-moi une demande. Madame, est-ce que je peux faire ci? Madame, est-ce que je peux faire ça? Madame, est-ce que vous pouvez m'aider? Et à ce moment-là, je réponds oui ou je réponds non. Mais je ne me laisse pas manipuler en sauveur. Dire mais oui, je vais le faire. Oh, qu'est-ce qu'il est trop mignon. Non. Je vais dire ok, oui. Et si c'est un oui, je le fais parce que j'ai décidé. Et si je dis non, c'est non.
Maintenant, je peux expliquer pourquoi je ne le fais pas ou pourquoi je le fais. Mais en tout cas, je ne vais pas décider de me laisser manipuler par soit le chapeauté, soit un grand persécuteur, soit une grande victime qui essaye de m'influencer dans mon comportement. Donc ce sont des outils simples, facilement applicables, vous pouvez utiliser au quotidien et je vous invite vraiment à les utiliser tous les jours parce que plus vous les utiliserez, avec ou sans la carte, à votre sauce bien entendu, mais plus vous les utiliserez, plus vous créerez des automatismes dans votre cerveau et moins vous vous ferez manipuler parce que vous verrez la manipulation à 10 km avant. Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Non, stop, j'entre pas. Et quand on ne se fait pas manipuler, on a moins de ressentis négatifs, on vit beaucoup mieux. Et puis finalement, entre guillemets, on éduque l'autre à nous parler respectueusement.